Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité ce matin, c'est Stéphane Desallier-Dupin. Il est conseiller régional de Bretagne, conseiller municipal de Lamballe-Armor. Il est venu en direct au micro de la matinale. Je l'en remercie. Bonjour. Bonjour à tous. Alors Stéphane Desallier-Dupin, beaucoup d'actualités. On va parler d'actualités plus locales. Tout à l'heure, on parlera de Lamballe-Armor et d'une actualité peut-être un petit peu plus générale. À un an des élections européennes, la droite se prépare, j'imagine. Vous allez nous en dire un mot. Justement, est-ce que ces élections européennes, dans le contexte actuel, c'est un enjeu, un véritable enjeu ? Alors c'est un enjeu évidemment, puisque beaucoup de choses sont décidées directement à Bruxelles et à Strasbourg, et ensuite introduites dans le droit français avec une légère saisine du Parlement français, mais évidemment c'est un enjeu dont le vrai sujet c'est que c'est tellement éloigné de la réalité des gens, de nos concitoyens, que ma crainte, au regard de la qualité du débat public, c'est que la participation ne soit pas au rendez-vous une nouvelle fois sur cette élection, et quand la participation n'est pas au rendez-vous, eh bien la raison ne l'est pas non plus souvent. Alors, la participation, la raison, et aussi l'actualité. On voit aujourd'hui ces migrants qui arrivent, ces réfugiés qui arrivent à Lampedusa par milliers maintenant. Comment faire pour les accueillir ? Doit-on les accueillir ? Est-ce que l'Europe est en capacité justement de mettre en place un dispositif aujourd'hui ? L'Europe a mis des dispositifs en place, on a évoqué Frontex, simplement pour le moment ça ne change pas grand-chose. Ça ne change pas grand-chose. La réalité, c'est la déstabilisation d'une partie de l'Afrique qui accentue la situation. La réalité, c'est l'incapacité, et ça m'attriste profondément, de la France, du gouvernement français, à peser en Afrique. On s'est fait éjecter, il faut appeler un chat, du Niger, du Gabon. Voilà, on avait entretenu des relations imparfaites, certes, mais historiquement solides avec tous ces pays de l'Afrique subsaharienne notamment, et aujourd'hui, parce que notre ligne n'est pas claire, eh bien, ils préfèrent traiter avec les Anglais. Attendez, on remet les choses en place, hein. Ils préfèrent traiter avec les Anglais. On a la même histoire coloniale, enfin pas tout à fait la même, hein. Disons que notre histoire coloniale était peut-être un peu moins valeur commerciale, mais enfin on en est là quand même, hein. Il y a les Russes aussi, les Chinois qui sont à la porte de l'Afrique, qui s'y implantent, hein. Oui, ma blague anglaise était là pour réveiller une vieille rivalité, mais non, mais vous avez raison. On parlait pas de rugby là, hein. Non, puis sont nos cousins d'outre-Manche, mais non, la réalité, effectivement, elle est russe, elle est chinoise. Elle est russe parce que les Russes ont fait de l'Afrique une terre d'influence qui leur permet de pratiquer leur politique globale, hein, dans le cadre du conflit ukrainien. Et puis elle est évidemment chinoise, où là on a une avancée progressive, mais ce qui est une avancée de captation pour beaucoup, quoi. Alors, faut-il les accueillir, ces personnes qui fuient leur pays au pluriel, faut-il les accueillir ? On a entendu Gérald Darmanin qui a déclaré hier chez nos confrères de TF1, on n'accueillera personne, il n'y aura pas un migrant à entrer sur le territoire français. Est-ce que c'est une réalité ou pour vous c'est une posture ? Il y a un moment médiatique, parce qu'effectivement on met les caméras sur cette réalité, c'est chronique. Ça revient régulièrement. Moi, vous me permettrez de ne pas m'attacher à l'actualité immédiate, mais à essayer de regarder les choses d'un petit peu plus loin. On est sur un phénomène beaucoup plus long. On donne encore l'illusion à un certain nombre de pays, à des populations qui sont d'ailleurs les plus pauvres dans son pays, que nous sommes l'Eldorado. Or, nous ne sommes pas l'Eldorado. Notre construction j'allais dire fiscale et sociale, notre État-providence, ou du moins ce qu'il en reste, est construit sur une natalité, un travail, et non pas sur cette déstabilisation-là. Maintenant, il ne s'agit pas d'ignorer cette réalité, mais de dire que nous, Français, avons des conditions pour accéder au pays que nous définissons, et que nous n'avons pas à subir de ce point de vue-là.
Voilà. Et puis, faut arrêter avec enfin, faut dire les choses. L'irresponsabilité d'un certain nombre d'associations qui vont les chercher en Méditerranée pour les ramener. Je veux dire, là, je veux bien qu'on prépare la révolution, mais pour un certain nombre de ces associations qui ont des arrière-pensées, seulement non, stop. Voilà, faut être sérieux. On ne se déstabilise pas, nous. On ne prend pas le risque de se déstabiliser au regard de cette arrivée massive. Se déstabiliser en termes de construction sociale et financière, il faut dire les choses, se déstabiliser également d'un point de vue culturel à un moment ou à un autre. Donc, ma tradition gaulliste me poste à penser que, de ce point de vue-là, nous restons maîtres de notre destin. Pour rester maître de son destin, il faut savoir imposer les règles qui sont les nôtres. On entend beaucoup de dirigeants de partis. Alors on a entendu Marine Le Pen, on a entendu Éric Zemmour, évidemment à l'extrême droite, qui s'émeuvent évidemment de l'arrivée de ces migrants. On entend de l'autre côté. Non mais tout le monde instrumentalise. Voilà. Le vrai sujet. Soit on est capable de poser un cadre réglementaire. Ça va être le débat à l'Assemblée nationale sur la loi immigration. Et on est capable de le faire respecter, soit on se retrouve dans une situation où aujourd'hui, les services, je pense aux fonctionnaires des services de l'État, qui subissent cette submersion également, submersion de dossiers, de demandes, et qui dans le cadre législatif qui est le nôtre, ne font finalement que retarder les choses. Donc soyons clairs, disons ce que nous voulons, soyons capables de faire appliquer les choses et arrêtons cette espèce d'urticaire médiatique régulier. On cadre les choses dans la réalité du monde tel qu'il est aujourd'hui. La réalité du monde tel qu'il est aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas on ne peut pas accueillir tout le monde. C'est la réalité. Est-ce que la France, selon vous, Stéphane de Salier-Dupin, a le moyen, si demain cette loi immigration passe à l'Assemblée nationale, a le moyen de la faire appliquer? On a les moyens qu'on se donne. Ça aussi, c'est une vieille tradition gaulliste. On a les moyens qu'on se donne. Je veux dire, effectivement, au regard mais une nouvelle fois, c'est l'écume des jours. Une nouvelle fois, au regard de l'écume médiatique, oui, on peut se dire, on va se gratter les plaies en permanence. Non, il y a un moment où il faut poser. En plus, les Français, ils sont prêts. Les Français, ils sont prêts. Il s'agit de faire des choses dans l'humanité, il s'agit de les faire dans le respect de la dignité de chacun, mais il s'agit de les faire. Alors faire les choses, c'est aussi essayer de faire attention à ce que les Français puissent se nourrir. Et aujourd'hui, c'est un peu compliqué avec l'inflation qui galope. On a les prix d'électricité qui augmentent. On a le fameux panier de la ménagère, pour prendre un terme médiatique et non moins générique, qui augmente aussi. Est-ce qu'à un moment, il va falloir dire stop et essayer de poser le problème sur la table au risque d'avoir quand même des grandes colères sociales? Le problème sur la table. L'inflation aujourd'hui, comment on peut l'endiguer? Non mais aujourd'hui, le fait de l'inflation sur l'électricité, il est notamment lié à notre situation européenne et aux questions du marché de l'électricité, entre autres. Il est lié au fait de l'impéritie du gouvernement, singulièrement du président de la République, qui fut en son temps ministre de l'économie, qui a accompagné la sortie du nucléaire, qui était une aberration sans nom, et qui était une façon de céder à l'Allemagne, qui elle avait fait un choix basé sur deux choses, le gaz russe et les éoliennes, et qui voulait nous imposer son modèle. Donc là, il y a un moment où il faut savoir se poser les bonnes questions sur le prix de l'électricité. Si on revient au prix du gasoil, parce que ça intéresse quand même singulièrement nos contemporains... Alors j'allais y venir, mais voilà, Non, mais attendez, ça fait partie de l'inflation, tout ça. Parce que je veux dire, le prix du kilo de beurre, il a été transporté, votre kilo de beurre. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un moment où... Voilà. Et ce prix du gasoil, il est singulièrement taxé.
Hein, il est singulièrement taxé, vous connaissez le principe du pourcentage, hein, plus le niveau de départ est important, par le jeu de pourcentage, plus la recette de celui qui taxe est importante. Hein. Donc là-dessus, non seulement on ne prend pas de mesures pour ralentir, mais on accélère. C'est-à-dire qu'au projet de loi de finances qui arrive là, en débat début du mois d'octobre à l'Assemblée nationale, vous avez les pêcheurs, vous avez les agriculteurs qui bénéficiaient, dans le cadre d'une production qui fait notre souveraineté et qui fait notre puissance d'un tarif singulier sur le gasoil, voilà, ils vont revenir au niveau de tout le monde. Alors, qu'on se comprenne bien, il ne s'agit pas de protéger une profession plus qu'une autre. Je dis simplement que on est une puissance alimentaire, ou du moins on l'était, j'ose espérer qu'on l'est encore. Il y a un certain nombre de points qui, de ce point de vue-là, sont de nature à nous encourager à demeurer cette puissance. Eh bien, on va se tirer encore une balle dans le pied. On a du talent pour ça. On va encore se tirer une balle dans le pied. Si vous augmentez le coût de production d'un chou-fleur ou d'un poisson, parce que le poisson, c'est le coût du bateau, et le coût du bateau, c'est le coût du gasoil. Vous allez, et puis on aura plus que nos yeux pour pleurer sur le prix à l'étalage. Non, enfin, il y a un moment où il faut être sérieux, quoi. La grande distribution a dit stop, a dit non, on ne vendra pas à perte. Bonne idée ou pour vous, posture là aussi? L'idée même de vendre à perte me semble un truc assez bizarre économiquement. Alors, voilà. Non, une nouvelle fois, réfléchissons aux charges qui pèsent sur la production. Réfléchissons. Alors oui, ce gouvernement qui devait, comment dirais-je, commencer à réduire la dette, l'a fait exploser à des niveaux tout à fait exceptionnels, et donc essaie de trouver ici et là des possibilités de gagner un peu de sous. Moi, je veux bien l'entendre à l'échelle de Bercy, je veux pas l'entendre à l'échelle de la politique globale de la France. Lutter contre l'inflation, c'est aussi s'interroger sur les charges qui pèsent sur la production. Aujourd'hui, on a aussi une inquiétude, c'est le climat. Alors le climat, on parle de ce réchauffement climatique qui est une réalité désormais. L'écologie prend de plus en plus de place dans l'espace public. Quel rapport LR, par exemple, a à l'écologie aujourd'hui? Est-ce que finalement il faut appartenir à un parti pour être écologiste dans l'âme? On va parler de nature. Parlons de nature. Voilà. Non, mais les mots ont parfois une importance. Voilà, là, j'étais sur le volet politique, vous l'aurez compris. Voilà, par écologie, on entend écologie politique. Donc, Madame Rousseau, je l'adore, mais je continuerai quand même à manger mon entrecôte, quoi. Je veux dire, voilà. Bon. Donc, on va mettre de côté l'écologie politique, on va parler de ce qui est de la transmission d'un patrimoine naturel. Évidemment que ça a de l'importance. Évidemment que ça a de l'importance. Je ne me considère pas propriétaire de ce qui m'a été légué comme patrimoine naturel, et je considère que j'ai à le transmettre dans le meilleur état possible aux générations à venir. Et donc, prendre des mesures dans ce sens-là, il n'y a aucune difficulté. Simplement, aujourd'hui, les mesures d'écologie politique qui sont proposées sont des mesures qui amènent les plus modestes d'entre nous à éprouver d'immenses difficultés à avoir un logement, d'immenses difficultés à consommer, confère notre débat sur l'inflation, sur le logement. Sur le logement, aujourd'hui, les écologistes politiques nous imposent le zéro artificialisation nette. Alors, c'est un peu techno, pardonnez-moi, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'ici 2050, nous ne pourrons plus bâtir sur des terrains nouveaux. Ou alors, il faudra compenser, renaturer, etc. Bon, je veux bien, mais on organise la pénurie de logements, on organise donc l'augmentation du prix et l'impossibilité pour ceux qui, dans nos territoires à nous, avaient cette capacité, même avec des revenus modestes, d'être propriétaire, de l'être. Alors on nous dit, propriétaire c'est mal, il faut être locataire. Moi je veux bien. Il n'y a rien sur le marché de la location. Pourquoi? Parce que le bailleur lui-même, lorsqu'il est un bailleur privé, il ne prend pas le risque. Pour les raisons qu'on connaît. Vous voyez, moi je suis partisan de mesures de transmission d'un patrimoine naturel. Le patrimoine, c'est plutôt mon essence. La transmission, c'est plutôt ma tradition. Simplement, quand je vois là, sous les yeux, un document
des élections sénatoriales dans le Morbihan. Vous avez piqué ça à la rédaction. J'ai piqué ça à la rédaction. Où le candidat socialiste, vous savez, le rose, n'a plus une once de rose, mais est complètement en vert. Je me dis, attendez, moi, j'ai pas du tout envie de me faire coloniser à l'esprit, quoi. Justement, on a un modèle ici en Bretagne, le modèle agricole. Il est décrié, le modèle agricole industriel, il est très décrié. On a des agriculteurs raisonnés, on a des agriculteurs bio qui ont du mal à se parler finalement. On a eu cet échange ici même. Oui, alors justement... Il n'y a pas un modèle agricole breton, il n'y a pas une mutation du moment, il y a une situation agricole bretonne qui est en mutation permanente depuis 60, 70, 80 ou plus années. Simplement, toujours sous le lobby écologiste politique que l'on subit, on essaye de faire croire que ce modèle n'aurait pas évolué, n'aurait pas pris en compte un certain nombre de dimensions, notamment de protection de l'environnement. C'est faux et c'est archi faux, quoi. Aujourd'hui, il n'y a pas plus protecteur de l'environnement qu'un bon nombre de jeunes agriculteurs qui ont complètement intégré un grand nombre de dimensions qui garantissent notre souveraineté alimentaire et qui plus est accompagnent la protection de la nature dans nos campagnes. Donc on arrête de réfléchir, de se cadrer sur un modèle agricole, un soi-disant modèle agricole breton qui a été daté dans l'histoire, qui aujourd'hui a considérablement évolué. Regardons la vie telle qu'elle est, la réalité telle qu'elle est, et non pas ce qui a été il y a 30 ans, quoi. Il nous reste quelques minutes, on va parler de la fiscalité des territoires. Alors le mot territoire, moi, il me gêne un peu, on pourrait parler des pays, mais enfin la fiscalité aujourd'hui, que ce soit, tenez à Lamballe-Armor, au hasard, je prends l'exemple, il y a une augmentation de la fiscalité car les communautés d'agglos, les communes ont besoin d'argent, or là aussi l'inflation passe par là. Comment faire pour essayer d'être juste dans la fiscalité territoriale aujourd'hui ? Alors, il faut commencer par regarder ce qui se fait chez les autres aussi, parce que on peut toujours se dire ah ouais, mais c'est compliqué, il y a l'inflation, c'est vrai, et puis tout le monde est comme ça. Eh ben non, tout le monde n'est pas comme ça. Je prends le département d'à côté, le département du Morbihan, où le niveau de fiscalité n'est pas du tout le même que chez nous, le niveau d'endettement n'est pas du tout le même que chez nous, et ils arrivent à faire des choses et subissent la même inflation. Donc voilà, il faut savoir remettre les choses à leur place. Je pense qu'on a été dans l'excès sur un certain nombre de dépenses de fonctionnement, et que donc on est incapable, le moindre coup de vent financier ou fiscal d'ailleurs, nous amène à trembler sur nos bases. Lamballe-Armor, on est quand même, on a subi l'an dernier une augmentation double de la taxe foncière. Vous savez qu'il n'y a plus de taxe d'habitation, on y reviendra. Personne ne demandait la suppression de la taxe d'habitation. Comme président de la République l'a inventé au cours d'une campagne électorale, il a considérablement déstabilisé la fiscalité des collectivités locales, dont il n'a jamais été quelque responsable que ce soit. Il n'a jamais été élu local. Je reviens sur la fiscalité à Lamballe-Armor. On a fait une augmentation double. Une première qui n'est pas de la responsabilité des élus locaux, mais du Parlement, de la majorité parlementaire, qui est de 7% sur les bases, c'est-à-dire sur la valeur locative. Et puis là-dessus, nous, on a rajouté 7% d'augmentation sur les taux. Et vous savez que l'impôt, c'est le taux par les bases. Bon, donc grosso modo, 15% d'augmentation. Ça, c'était en début d'année, cette année. Et le bilan qu'on a, donc, quand on fait une augmentation d'impôt, c'est pour se donner un peu d'air quand même. Hein. Voilà. Notamment pour garder une capacité d'investissement. Et là, au mois de juin, on nous dit qu'en fin d'année, la cagnotte sera bouffée. Bon, il y a comment... Et c'est-à-dire qu'on aura la même situation que la situation antérieure, une incapacité d'investir. Une incapacité d'investir dans un certain nombre de projets. Donc, ça interroge quand même sur la gestion de nos collectivités directement. Alors, gestion des collectivités, puis aussi les préoccupations des collectivités. Vous avez eu un échange par presse interposée, même par courrier, avec le maire de Lamballe-Armor à propos des incivilités. Alors, on en parle beaucoup partout en Bretagne et en France plus largement de ces incivilités dans les villes. Lamballe est une ville qui subit plus d'incivilités qu'avant. Ah, il y a une évolution considérable. Alors, je sais qu'on va me dire que j'allume des feux, que j'exagère. Sauf que les gens, quand vous les croisez, ils vous en parlent. On a une évolution qui est une évolution urbaine.
C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des comportements beaucoup plus urbains liés à notamment la gare, la 12, une évolution de la population à Lamballe. Et avec ces comportements plus urbains, vous avez l'apparition d'une forme de délinquance qui est différente. Donc, moi, ce que je dis aux maires de Lamballe, soit vous laissez faire, comme l'ont fait les maires de Rennes, les maires de Nantes et le maire de Brest. Pas de police municipale, pas de vidéoprotection. Nous, on a une police municipale à Lamballe, mais je parle de Brest, Rennes et Nantes. Soit vous laissez faire et on aura la même situation, soit au tout début, on prend les choses en main et on évite que cela s'enquiste. Aujourd'hui, vous avez des trafics, malgré les efforts de la gendarmerie, qui ont des taux de résolution qui augmentent, et je m'en réjouis. Vous avez des trafics qui sont plus importants. Vous avez une situation, et là, je vais en parler probablement au prochain conseil municipal, on fait des économies de lumière. Vous savez, on met les gens dans le noir à partir de 21h, et on rallume la lumière. Quand il fait jour, non, donc on ne la rallume pas. Et donc le matin ou le soir, vous rentrez, vous êtes dans le noir. Vous avez aujourd'hui, moi je vois des mères de famille qui disent à leur fille, non, tu ne sors pas. Alors vous me dites, ouais, mais c'est un réflexe de réac. Non, je suis désolé, il y a un moment où en termes de sécurité, non, vous ne laissez pas sortir vos filles. Toutes ces mesures, il faut en prendre, ce contexte, il faut en prendre conscience à un moment ou à un autre. Je ne dramatise pas, je dis simplement qu'il y a une réalité qui évolue, et qu'en face de cela, il faut savoir poser à l'échelon d'une mairie, le cadre d'un ordre républicain. Pour terminer, Stéphane de Saliers, justement sur la sécurité, là encore, on parlait d'enjeux tout à l'heure. C'est un enjeu de demain, la sécurité, même au niveau national. Il faudra s'y attaquer. On voit beaucoup, alors on parlait d'incivilité, mais ça va plus loin aujourd'hui. La récente actualité nous l'a prouvé, nous l'a montré. Est-ce que ça va être l'enjeu de demain, faire en sorte que les Français, que les Bretons vivent mieux et plus en sécurité? La sécurité est un enjeu, ce n'est qu'un outil. La sécurité, c'est la première des libertés. Vous connaissez le propos, c'est-à-dire que si moi je veux vivre librement, je dois pouvoir circuler librement, je dois pouvoir mener un certain nombre d'actions librement. Mais je ne veux pas revêtir uniquement le manteau de la sécurité. Je pense qu'il y a une partie de l'éducation qui aujourd'hui est en déshérence. On a oublié l'éducation dans la bataille, si j'ose dire. Ça fait des années qu'on oublie l'éducation. Et je pense moi aux enseignants. Il n'y a pas de démagogie dans mon propos. Je vois des enseignants qui font des miracles avec des gamins. Je le dis franchement, mais je considère que, par contre, l'institution, elle, est en situation très, très difficile, et que l'éducation, c'est aussi la famille, et que cette forme de sécurité qu'on appelle de nos voeux, elle se faisait autrefois parce qu'il y a des choses qui s'apprenaient et à l'école et chez soi. Alors une nouvelle fois, c'est pas mieux avant, c'est pas ça le sujet, mais il faut savoir se reposer les bonnes questions, réamener les parents à une forme de responsabilité et redonner à l'école, notamment aux enseignants, la place qui est la leur. Ça passe par une revalorisation de la profession dans sa dignité et évidemment dans sa rémunération. Stéphane de Saliers-Dupin, conseiller régional de Bretagne, conseiller municipal de Lamballe-Armor, était notre invité politique dans Bretagne 5 matin. Il était en direct, je l'en remercie. Stéphane de Saliers-Dupin, je vous souhaite une très belle journée. Merci à tous, ravi d'avoir été des vôtres. Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon.